Bienvenue à tous. On ne vous voit pas, mais je ne sais pas si vous le voyez, les participants commencent à se connecter. Pour l'instant, on est une trentaine de participants. Je vais en profiter pour dire peut-être un petit mot d'accueil. En attendant que tout le monde se connecte, ça fera arriver tout le monde. Déjà, merci à tous de nous rejoindre pour ce premier webinaire de la campagne Provox, la campagne qui s'appelle Participation, Émancipation, Transformation, qui a commencé en juillet 2020 et qui se terminera le 31 décembre 2021. Nous sommes assez nombreux, du coup, pour ouvrir cette première phase un petit peu exploratoire du dialogue structuré européen autour de l'objectif jeunesse numéro 9, qui s'appelle Des espaces de participation pour toutes et pour toutes. Et je suis heureuse du coup de vous accueillir au nom du CNAGEP, qui coordonne le dialogue structuré en France depuis 2011, mais aussi au nom de toutes les organisations de notre groupe de travail, et plus particulièrement celles qui ont travaillé un petit peu à la construction de ce webinaire en arrière-plan, l'ANACEJ, la Confédération nationale des foyers ruraux, le CRAGEP Hauts-de-France, le Forum européen de la jeunesse, et les scouts et guides de France, qui ont œuvré en coulisses pour que ce webinaire advienne. Pour reposer très rapidement le contexte et le cadre de nos retrouvailles un petit peu en ligne ici, le dialogue structuré européen, pour ceux qui n'auraient pas vraiment idée de ce que c'est que cet objet un petit peu étrange, c'est un outil de la Commission européenne, un outil qui permet de remettre ou de mettre en dialogue les jeunes et les décideurs pour donner une place aux jeunes dans la construction de politiques qui les concernent directement, c'est-à-dire les politiques de jeunesse européennes. Un cycle de dialogue structuré, il faut savoir que ça dure à peu près 18 mois, c'est 18 mois de travaux collectifs, et que l'ambition, c'est d'adopter un texte politique européen qui s'appelle une résolution européenne, qui aurait vraiment été construite par les jeunes et les décideurs au cours de ces 18 mois de travail qu'on va avoir là, après l'ouverture de ce webinaire. L'idée, du coup, c'est vraiment de commencer à explorer aujourd'hui cette grande thématique qui est la participation politique des jeunes pour arriver en novembre 2021 à l'adoption d'une résolution européenne par le Conseil des ministres. Voilà, donc c'est une première pierre à un long processus que ce webinaire. Et comme il faut bien commencer quelque part, pour ce premier webinaire, on vous propose de regarder ensemble des processus de participation qui existent déjà, de prendre un petit peu de recul sur cette question et surtout, à travers les différentes interventions qu'on va avoir, d'essayer de comprendre comment ces processus font la place aux jeunes, quelles sont les conditions qui sont identifiées par les intervenants pour une participation effective des jeunes à la décision politique. Et puis, pour permettre ce tour d'horizon, on va évidemment laisser la parole aux intervenants au fur et à mesure. Et surtout, je vais laisser la parole à Jérémy Williès du CRAGEP Hauts-de-France et à Anaïs Ansem du Forum français de la jeunesse, qui seront avec nous ce soir pour animer cette séquence et à qui je laisse le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Du coup, donc je suis Anaïs Anselme du Forum français de la jeunesse. L'idée, c'est qu'on va donner la parole aux différentes intervenantes au fur et à mesure pour qu'elles puissent nous partager leurs expertises. Et la première qui va nous parler ce soir, c'est Valérie Becquet, qui est donc professeure des universités en sciences de l'éducation à l'université de Cergy. Et qui a notamment travaillé sur la question des pratiques d'engagement des jeunes, leur construction et sur les politiques de citoyenneté dans les champs scolaires et extrascolaires. L'idée, c'est qu'elle puisse nous permettre de poser un petit peu un cadre sur ces pratiques de participation des jeunes. Et donc avec une question pour tout ça, qui serait comment d'après vous, les jeunes sont associés à la co-construction des politiques publiques en France, et revenir un petit peu sur l'évolution de la notion de participation et notamment aussi quel regard critique vous posez sur ces espaces et processus de participation. Pardon. Bonsoir. Bonsoir, petit temps d'adaptation. Donc, tout d'abord, bonsoir tout le monde. Merci pour cette invitation donc, à ouvrir ce cycle autour du dialogue, sur le dialogue structuré autour de la question de la participation des jeunes. Alors, tout d'abord, avant de répondre à votre question,
lorsque Eva Baronnet m'a contactée pour ouvrir ce cycle, ma première réaction a été de dire, tiens, on recommence à poser la question de l'association des jeunes à la décision publique, comme si c'est une question finalement que l'on n'arrête jamais de se poser. Et souvent, quand on n'arrête jamais de se poser la même question, c'est que la question n'est toujours pas résolue, qu'on n'a pas toujours trouvé une réponse adéquate et que le problème se pose encore. En fait, cette question de l'association des jeunes aux décisions publiques, elle a à minima 20 ans, hein, puisque déjà dans le livre blanc, cette question elle a été posée directement dans le livre blanc. Et on voit qu'à chaque cycle de réflexion, que ce soit la méthode ouverte de coordination et désormais le dialogue structuré, si on prend uniquement l'échelon européen, c'est une question qui est constamment mise à l'agenda. Alors, on peut se demander légitimement, et je pense que ça c'est votre travail, pourquoi ça coince, pourquoi finalement ce dialogue il n'est pas évident, pourquoi il faut constamment rappeler qu'il faut le construire, qu'il est nécessaire, qu'il a son importance. On voit bien que même si on sait aujourd'hui comment les jeunes s'engagent, on sait aujourd'hui comment se construit la décision publique, on a repéré un certain nombre de processus, et pourtant, voilà, on sent qu'il y a comme un plafond de verre, hein, une expression qui est toujours pour dire que finalement, ça ne passerait pas à un certain stade. Alors, je ne vais pas dans ma très courte présentation expliquer tous les ressorts de la participation des jeunes à la décision publique, mais je voudrais faire deux ordres de remarques, des remarques qui sont issues en fait d'un programme de recherche européen qui s'appelle Partispace, qui a duré 3 ans et qui a porté sur la participation des jeunes à l'échelon local dans 8 pays européens. Donc des pays représentés d'une certaine diversité de la participation des jeunes, des cultures politiques variées, que ce soit en Suède, en Allemagne, en France, en Italie, en Bulgarie, etc., mais qui nous a permis quand même de mettre en évidence un certain nombre d'éléments importants. Tout d'abord, le premier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que on parle beaucoup de participation sans nécessairement avoir un accord ou en tout cas avoir une définition partagée. Si vous regardez les discours publics, et là je parle plutôt des discours publics nationaux et européens, nationaux dans le cas de la France ou européens, le terme est beaucoup utilisé et quand on regarde ce qu'il recouvre au fil des années, on constate plusieurs éléments. Et en particulier, de plus en plus, quand on parle de participation au niveau européen, c'est détaché des enjeux de citoyenneté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on regarde en 2001, les discours européens faisaient beaucoup référence à la citoyenneté active des jeunes. C'était vraiment cet aspect-là qui intéressait les décideurs publics. Et progressivement, alors cette citoyenneté active, elle devait être construite pour lutter contre la radicalisation, mais aussi c'était une citoyenneté active qui devait quelque part éviter que les jeunes manifestent. Voilà, c'était une citoyenneté active anti-protestation, un schéma d'ailleurs qui est toujours très présent dans l'esprit des décideurs. Et progressivement, le discours a valorisé une forme de citoyenneté un peu, de participation qui est partout. Aujourd'hui, quand on regarde les textes européens, on parle de participation des jeunes, c'est-à-dire qu'ils aient principalement tourné vers l'accès à l'emploi. Il y a finalement, c'est moins centré sur la citoyenneté et il y a une forme de dépolitisation finalement de la référence à la citoyenneté dans les textes européens. Finalement, ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes se forment et travaillent. Voilà ce que serait la participation des jeunes telle qu'elle est vue au niveau des institutions européennes, ou en tout cas telle qu'elle est vue de manière dominante. Du coup, on se retrouve avec un discours un peu paradoxal, avec d'un côté un jugement parfois négatif sur les formes d'engagement des jeunes, un appel à la participation, mais en même temps un appel à la participation qui est finalement une forme d'entrée dans la conformité sociale à travers l'éducation et l'emploi. Cette tendance à considérer que participer, c'est suivre une formation et avoir un emploi, fait que les modalités d'engagement des jeunes actuels ne sont pas
toujours reconnues à leur juste valeur et surtout, elles ne sont pas nécessairement reliées à la construction de la décision publique. Ça, c'est le deuxième point important qu'on retrouve dans les textes, c'est que les manières dont les jeunes s'engagent ne semblent pas légitimes, en tout cas ne semblent pas légitimes pour être considérées comme pouvant participer à la construction de la décision publique. C'est la raison pour laquelle on va mettre en place des dispositifs ad hoc, sur lesquels il y a des dispositifs ad hoc de consultation qui organiseraient cette participation. Autre point sur les discours, j'espère que je suis claire parce que ce n'est pas facile de parler à une caméra. Autre point sur les discours sur cette participation, il y a eu une évolution. Avant, on considérait que la participation des jeunes, ou en tout cas le fait de participer, ne nécessitait pas nécessairement une éducation à la participation, qui avait comme un caractère d'évidence, mais aussi qu'il n'y avait pas des formes de sélection sociale à l'entrée de l'engagement. Les discours européens aujourd'hui, si vous regardez, prennent plus en compte la dimension de, finalement, pour s'engager dans une association ou même dans un conseil de jeunes et autres, il y a des compétences, il y a des savoir-faire, des savoir-être, etc. Et que souvent, leur absence ou leur non-compréhension conduit des jeunes à être complètement exclus du champ de la participation, même si eux aimeraient bien le faire. Donc ça, c'était vraiment sur la conception de la participation au niveau européen. Le deuxième élément que je voulais mettre en évidence par rapport à ce lien avec la décision publique, c'est les questions de légitimité de la participation des jeunes. Quand on analyse les formes de participation, d'ailleurs c'est intéressant que le dialogue structurel parle d'espace de participation au pluriel, parce que ça veut dire qu'il y a une vision un peu plus ouverte des choses. On constate dans les discours et dans la manière de labelliser ces modalités de participation qu'il y a des modes d'engagement qui sont plus légitimes que d'autres. Alors, plus légitimes que d'autres, d'un côté, enfin, plus légitimes que d'autres aux yeux des décideurs. Plus les modalités de participation correspondent aux formes institutionnelles ou aux organisations, ou plus elles sont organisées, on va dire, plus elles sont légitimes aux yeux des décideurs. Moins elles sont organisées, plus elles leur posent de problèmes, de difficultés à les cerner, à les orienter, etc. Et du coup, cette hiérarchie entre les formes de participation, qui ne concerne pas que les jeunes d'ailleurs, font que les actions comme les mobilisations, l'occupation de l'espace public, des formes des actions plus informelles, qui pourtant disent des choses sur l'action publique, disent des choses sur expriment des désaccords à l'égard de ce qui se passe en matière de politique de jeunesse, ne sont pas repérées comme étant des formes légitimes et donc à prendre en compte dans la construction de l'action publique. Et là, on est un peu dans un paradoxe parce que il se trouve que ce sont des formes qui sont investies par les jeunes, plébiscitées par les jeunes, ou en tout cas qui ont permis un renouvellement de certaines pratiques juvéniles. Alors, il ne s'agit pas d'opposer d'un côté les adultes et les jeunes, etc., et de dire que chez les jeunes, il n'y a qu'une seule forme d'engagement, mais considérer qu'il y a toujours un hiatus entre ce qui est légitime comme forme d'engagement du côté des décideurs publics et ce qui est légitime plus du côté des jeunes. Et ce hiatus, il existe depuis très longtemps. Et il n'est pas résolu, totalement résolu. Il reste un nœud de tension, un nœud d'incompréhension qui fait que vous pouvez avoir des formes de mobilisation qui racontent beaucoup de choses sur l'action publique, mais qui en même temps ne sont pas entendues en termes de revendications pertinentes ou en tout cas ne donnent pas lieu nécessairement à des décisions publiques adaptées. Le deuxième élément, je ne sais pas si j'ai encore le temps, c'est vraiment pas simple. Deuxième point sur le lien entre participation des jeunes et décision publique, c'est la confusion permanente entre les attendus de conformité et les attendus de capacité. Alors, pourquoi
si on regarde les pratiques, les modalités d'organisation de la participation des jeunes à la décision publique, ce sont des modalités qui privilégient des conformités à l'institution, des conformités en termes de manière de faire, de penser, de s'exprimer, d'écrire, voilà. Et ces conformités-là, eh bien, elles font que si on n'accepte pas cette conformité, si on ne sait pas la pratiquer, on va s'éloigner de cette modalité de participation. C'est-à-dire qu'on va pas vouloir investir cette modalité de participation. Si on changeait de registre et si on considérait que plutôt de se poser la question de la conformité à la norme, on considérait les choses du point de vue de la capacité à comprendre la norme, à s'en saisir, etc., mais sans nécessairement toujours s'y conformer. Si on considérait plus les jeunes comme étant du côté des capacités à participer et à formuler des éléments, là, le registre de prise en compte des formes de participation changerait complètement. Dans leurs entretiens, les jeunes, souvent dans les recherches, ils expriment le sentiment d'être considérés comme étant incapables de faire les choses. Or, alors que tout ce qu'ils font témoigne de fortes capacités d'organisation, de fortes capacités d'action, mais ces capacités, ces modalités, comme elles ne sont pas conformes aux attendus des décideurs publics, du coup, elles perdent en légitimité. Et en fait, c'est un espèce de serpent qui se mord la queue depuis très longtemps, où ça tourne sur un cycle finalement pas de la compréhension, mais en fait, on sait très bien là où ça coince, là où c'est pas compris, mais en même temps, c'est une dynamique qui ne se casse pas, en fait, dans laquelle on retombe quasi systématiquement. Je ne sais pas si j'ai fini. Vous avez encore du temps. Ah, j'ai encore du temps, d'accord. Du coup, autre élément que je voulais mettre en évidence, j'espère que ce n'est pas trop confus, ce qui me semble important finalement, c'est que si on reconnaît la variété des espaces de participation des jeunes, que ce soit dans les mobilisations, dans les collectifs d'engagement, dans l'action publique, et avec des degrés de formalité extrêmement variés, on peut essayer de travailler sur le lien entre finalement à quel moment ces collectifs interviennent dans la construction de la décision publique. Si vous regardez par exemple la construction d'une décision publique, vous allez avoir des moments de mobilisation, des moments de pétition, des moments de travail en conseil, en commission, et chaque forme de participation est présente dans tout le continuum de la décision publique. Simplement, et c'est pour ça que le discours disant que seules les formes les plus organisées contribuent à la construction de la décision publique est un faux discours, en fait. Est un discours qui doit être complètement déconstruit parce que ça n'est pas vrai. Si vous regardez chaque décision publique, il y a un ensemble d'éléments qui sont à la fois protestataires, très formels, faits d'associations, de lobbies, etc. Et ça, c'est vraiment pour prouver l'intérêt de la variété des formes de participation des jeunes et leur contribution respective et plurielle à la construction de la décision publique, c'est finalement casser le discours sur la hiérarchisation des formes de participation des jeunes en disant que chacune ont une valeur propre parce qu'elles s'inscrivent à un moment donné dans un continuum. Voilà. Et il est tout aussi important de participer à des mobilisations ou légitime que de participer à des mobilisations, de participer à une commission, de participer à un conseil de jeunes, sauf que ça n'intervient pas au même moment et ça n'apporte pas les mêmes choses, mais sans hiérarchie, juste dans la logique d'une contribution plurielle à la construction de l'action publique. Voilà, c'est un peu, j'espère que c'est compréhensible pour tout un chacun. Et pourquoi je dis ça? Parce que je vais conclure sur le dernier point, c'est que quand on analyse les biographies d'engagement des jeunes, il y a dans les parcours d'engagement des jeunes, on voit bien que dans chaque parcours, il y a des préférences pour certaines formes d'engagement. Et ces préférences, elles se construisent tout au long de la vie. Alors, il y a des jeunes qui vont
préférer des modalités formelles comme être délégué, puis ensuite un conseil de jeunes, etc. Il y en a d'autres qui vont essayer d'être délégués, puis ensuite ils vont s'ennuyer et se dire qu'ils préfèrent manifester ou faire des, je sais pas, occuper l'espace public, manifester, etc. Et ça prouve bien que il y a non seulement une circulation des jeunes, mais que chaque circulation, elle constitue encore elle constitue des formes d'engagement qui ont une légitimité pour le jeune et qu'il convient de prendre en compte, en fait. Donc, ce n'est pas d'un côté des formes d'engagement qui servent la décision publique, mais plutôt dans quelle mesure la variété des formes d'engagement plébiscitées par les jeunes contribue à un moment donné à la construction de cette décision publique, si j'ai été claire. Merci beaucoup, c'est pile dans les temps. Je laisse la parole à Jérémy. Bonsoir à tous. Du coup, merci beaucoup Valérie Becquet pour votre intervention. J'ai juste une petite question à vous poser qui arrive en backstage. Donc, on souhaiterait savoir ce que vous pensez justement du processus de participation comme le dialogue structuré. Si vous pouvez répondre dans un format assez court. Oui, alors le dialogue structuré, il s'inscrit dans la continuité de la méthode ouverte de coordination, et la méthode ouverte de coordination qui a été créée avec le livre blanc visant à gouverner, c'est la gouvernance des politiques européennes, jeunesse et autres. Ça a été créé à ce moment-là, ça a été appliqué au champ de la jeunesse avec le livre blanc, à partir du livre blanc, mais ça a existé dans d'autres champs, domaines de la Commission européenne. J'ai le sentiment que le dialogue structuré, par ses ajustements progressifs, a tendance à s'améliorer dans la manière dont il faudrait voir en détail, mais dont il tente, il s'attache à mieux considérer la réalité des pratiques juvéniles. Par exemple, les systèmes de cycle, vous voyez, sous une forme de webinaire, il y a des formes qui me semblent avoir évolué. Après, le dialogue structuré, c'est toujours des acteurs situés, associatifs, déjà engagés, qui dialoguent avec une institution qu'est la Commission européenne, qui a des processus très institutionnalisés, très formalisés. Et donc, c'est une modalité qui ne résonne pas, qui n'attirera pas nécessairement tous les jeunes, etc. Mais je trouve qu'il a évolué, en fait, dans la manière dont il est mis en œuvre. C'est vraiment... Écoutez, je vous remercie beaucoup pour la réponse apportée. Donc encore merci beaucoup de votre participation. Nous allons maintenant passer la parole à Sylviane Giampino, qui est vice-présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Elle est également présidente du Conseil de l'enfance et de l'adolescence. Et son cœur de métier, c'est psychologue de l'enfance et psychanalyste. Donc bonjour à vous, Sylviane. Je vais du coup vous poser un bloc de questions et je vous laisserai dérouler votre réponse selon l'articulation que vous souhaitez. Donc, en nous racontant ce que vous avez pu mettre en place avec le Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, quelles conditions identifiez-vous pour décider ensemble, adultes et jeunes? Quels sont pour vous les signes d'un bon fonctionnement? Et d'ailleurs, comment pouvez-vous définir ce que veut dire pour vous bien fonctionner pour ces espaces de construction entre les jeunes et les adultes? Alors, votre micro est encore coupé. Voilà, Parfait. le micro. Oui, bonjour. Merci beaucoup. J'hésite à intervenir parce qu'en fait, j'ai écouté Valérie Becquet avec beaucoup d'attention. J'ai pris plein de notes. J'ai trouvé que ses formulations étaient tout à fait utiles et je vais m'en saisir. Merci beaucoup. Je ne suis pas une spécialiste de l'engagement des enfants du tout, du tout. Je suis plutôt une spécialiste de l'écoute et de la prise en compte de la parole des enfants à un niveau évidemment plus individuel. Mais il s'avère que je me retrouve à présider ce haut conseil par les hasards des rencontres et des parcours et que le législateur a
en créant ce Conseil de l'enfance et de l'adolescence, qui est une entité qui n'existait pas, hein, et qui avait été réclamée par des organisations de professionnels de l'enfance, par des militances dans lesquelles j'étais très, très largement impliquée, et aussi par des organisations plus spécifiquement de défense des droits de l'enfant, etc. Et du coup, lorsque la France, pour la énième fois, au Comité des droits de l'enfant de l'ONU à Genève, se faisait remonter les bretelles parce qu'elle n'appliquait pas tout à fait bien ses engagements sur les droits de l'enfant, la création de ce Conseil de l'enfance et de l'adolescence au sein de ce grand conseil de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, en tout c'est 240 membres, il y a 3 conseils, 3 présidents, et on assure la présidence tournante de l'ensemble. Chaque président prend son tour chaque année. Cette année, c'est pour moi la présidence de l'ensemble, et l'année prochaine, ce sera un de mes collègues. Les textes de création de cet ensemble a mentionné la création d'un collège des enfants et des adolescents et n'a fait que préciser qu'il devait être constitué de 12 enfants, 6 filles et 6 garçons. Et c'est tout. Et du coup, nous nous sommes retrouvés et du coup, il y a eu quand même l'idée de solliciter l'aide de 3 organisations d'éducation populaire comme la NACEJ, le mouvement du scoutisme français, AEDE, et maintenant la Fédération des pupilles de l'enseignement public, qui ont permis de bâtir une méthodologie de travail ensemble, c'est-à-dire qu'on a un peu pataugé. Et c'était très très bien parce que tout à l'heure, je relisais le compte-rendu de la première réunion que nous avons eue, les 3 représentants des associations, moi-même et les premiers enfants qui ont été nommés. Et ce qui est extraordinaire, c'est que d'emblée, les enfants présents ont soulevé comme thématiques sur lesquelles ils voulaient travailler plus de justice pour les enfants. Il y en avait une qui était très très jeune, il y a 4 ans, et elle disait qu'à l'école, on soit plus gentil pour les enfants en fauteuil. Autrement dit, la question du handicap. Et puis un plus âgé qui avait dit qu'on soit plus tolérant pour ceux qui sont homosexuels. Et puis une autre avait dit sur les écrans, dans le numérique, que ça se passe mieux entre nous et le numérique et nos parents, etc. Et on a démarré comme ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit qu'on ne pouvait pas propulser ce groupe d'enfants dans les plénières du Conseil sans qu'ils puissent préparer leurs réflexions. Et qu'en même temps, l'enjeu, c'était de ne pas suggérer leurs réflexions et encore moins leurs interventions. Du coup. Et c'est en cela que dans la méthode, pour garantir qu'il s'agit bien d'une parole des enfants, le fait qu'il y ait des associations qui n'aient aucun intérêt à ce que les enfants, d'une manière ou d'une autre, le collège des enfants prennent telle position ou telle autre sur les thématiques au travail dans le conseil. Et on a tout simplement fait en sorte que le collège des enfants se réunisse. Et donc, on a mis à leur disposition une salle, les temps de secrétariat, etc., pour organiser leurs réunions. Et j'introduis cette réunion en atelier entre eux. Je leur explique les dossiers qui vont être présentés lors de la session, avec des mots clairs, mais sans rien lâcher, hein, des enjeux. Et ensuite, je les laisse. Et il n'y a personne du secrétariat général du Conseil qui va être là pendant leur travail préparatoire, leur discussion entre eux, etc. Et puis, et là, les associations font un travail simplement de facilitation de leurs échanges. Et je reviens à la fin de leur atelier pour leur demander sous quelle forme ils veulent intervenir lors de la plénière du Conseil. Quelquefois, ils disent qu'ils ont préparé quelque chose, qu'ils ont pris des notes et que l'un d'entre eux ou l'une d'entre eux va être leur porte-parole et qu'ils veulent intervenir sur tel point de l'ordre du jour, mais pas sur les autres.
Et quelquefois, ils disent qu'ils veulent intervenir à main levée, comme les autres membres du Conseil, au moment qui va leur paraître opportun, sur tous les points de l'ordre du jour, etc. Donc, non seulement on les laisse réfléchir entre eux, avec un étayage, mais qui n'est pas un étayage des référents de l'institution du HCFEA, et ensuite, ils choisissent la forme de leur prise de parole, sachant qu'ils ont très vite compris qu'ils pouvaient changer d'avis en cours de conseil. Alors, ça a l'air de rien, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les précautions à prendre sont d'une certaine manière de ne pas falsifier la participation des enfants par quelques suggestions que ce soit, ni l'appauvrir parce qu'ils ne sont pas préparés et informés du contexte, de la thématique, des enjeux, de ce qui va advenir de leurs paroles. Et il ne faut pas non plus fétichiser au sein d'une assemblée comme la nôtre la parole des enfants. Je dis enfants parce que je m'appuie simplement sur la définition de l'enfant de la Convention. Hein. Donc, ils ont moins de 18 ans. Quand on a commencé, ils avaient entre 10 et 14 ans. Et puis, ceux qui sont devenus majeurs sont partis, sont remplacés. Ça tourne un peu. Donc, ne pas fétichiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu, à certains moments, des prises au début, lorsque les enfants prenaient la parole, les adultes n'osaient pas broncher. Alors, entre des adultes attendris par la fraîcheur de la parole des enfants, et pourquoi pas, après tout, et des adultes qui étaient très dubitatifs et qui m'avaient dit, est-ce que c'est pas un peu un gadget? Parce que, voilà. Des deux premières séances et la suite, on a vu que les choses se sont complètement transformées, si bien qu'on est arrivé à certains moments à des discussions vraiment entre les enfants et des membres du conseil qui n'étaient pas d'accord avec certaines propositions qu'ils apportaient, alors qu'au début, tout ce qu'ils disaient, à la limite, il fallait l'entériner. Et voilà. Alors, l'autre point de garantie, c'est quand même de garantir qu'on fait quelque chose du travail des enfants et de la participation des enfants. Et on ne gadgetise pas, on ne fétichise pas la parole des enfants, mais on en fait quelque chose. Et je retrouvais là quelques exemples de propositions du Collège des enfants qu'on retrouve dans les rapports, dans nos propositions du rapport du Conseil. Voilà, ils ont par exemple demandé qu'il fallait un peu renforcer la formation des professionnels travaillant dans les centres de documentation sur certains points. Ça, c'était le rapport sur le numérique. Le traitement de l'information, la réservation des données, ils avaient fait des propositions très concrètes. On a travaillé sur le handicap et ils ont proposé que plutôt que de faire de la pub, entre guillemets, dans les écoles pour dire c'est formidable, les enfants en situation de handicap, soyons solidaires, accueillons tous, etc., venant d'adultes, ils ont proposé que ce soit plutôt des enfants concernés qui transmettent leur expérience d'avoir été des frères et des sœurs ou d'être des frères et sœurs d'enfants en situation de handicap ou d'avoir été des copains d'enfants en situation de handicap et la difficulté que ça représente et en même temps ce qui est possible de faire, le soutien entre enfants, etc. J'en passe, voilà. Donc, faire quelque chose de la parole des enfants et puis la porter au-delà. La porter au-delà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas que intervenir au nom de leur propre expérience, de leur propre vécu, de leur propre point de vue, de leur propre réflexion.
Et ils voulaient un peu mobiliser les autres autour d'eux dans leurs établissements scolaires, parmi leurs activités, leurs copains du village, etc. Et ils ont demandé à ce qu'on fasse un document. Et finalement, ils ont choisi qu'on fasse un film de 3 minutes pour présenter ce qu'ils font, pour pouvoir partager avec d'autres leur implication, leur engagement et l'enrichir de ce que d'autres qu'eux peuvent faire. Ils ne sont pas représentatifs. Et là, c'est un point qui a été soulevé par Valérie Becquet, c'est la question de la légitimité. Hein. Chacun des enfants de ce collège des enfants du HCFEA n'est pas élu, n'est pas représentatif. Ils sont nommés sur proposition des associations à partir d'un cahier des charges qui a été établi au tout début. Nous avons demandé aux associations qu'elles nous proposent des noms d'enfants, des enfants qui vivent sur l'ensemble du territoire français, pas seulement des enfants en région parisienne, en centre-ville, etc. Des enfants qui viennent de milieux sociaux diversifiés, des enfants qui peuvent se trouver dans des conditions de vie très agréables, aisées, et d'autres dans des situations délicates, soit dans des structures à caractère social, soit dans des structures d'enfants en situation de handicap, etc. Et c'est là qu'on voit que les acteurs de terrain qui connaissent ce domaine de la participation des enfants et qui ont cette formation politique, là pour le coup, que nous n'avons pas, qui ont cette formation politique de la représentation des enfants, ont été des partenaires absolument indispensables. Et du coup, dans le travail méthodologique, dans la rédaction de la méthodologie de travail du HCFEA qu'on a rédigée, cette fonction tierce, on l'a indiqué comme un outil. Et du côté des garanties éthiques, je crois qu'il y a le fait que c'est un groupe pérenne et qu'ils ont le temps de se connaître, de nous connaître, de se familiariser. Et donc, éventuellement, pour reprendre ce que disait Valérie Becquet, de s'ajuster aux attentes, aux normes. Hein. On est dans un modèle des attendus de conformité, sauf que les enfants qui sont là, sont arrivés là sur un pari de leur capacité, car aucun d'entre eux n'était impliqué réellement, de façon qu'on le sache en tout cas, dans une expérience très ancienne de représentation, etc. Donc ça, c'est des choses, juste vous dire ça, voilà, très simplement. Merci. Je peux répondre à d'autres questions après. Merci beaucoup, Sylviane. Excusez-moi, du coup, c'est frustrant. J'aime pas Non, j'ai le rôle. terminé. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était un échange très, très enrichissant. Je vous remercie beaucoup. Je vais du coup passer la parole à ma collègue Anaïs. Merci beaucoup pour cet échange. Donc, on va maintenant passer la parole à Lila Lebas, donc, qui est conseillère au CESE, au sein du groupe Organisation étudiante et Mouvement de jeunesse, qui est un groupe qui regroupe des organisations de jeunes et de jeunesse au CESE, et elle en est la présidente. Elle y siège au nom de l'UNEF, le syndicat étudiant, et je pense qu'elle nous en dira sûrement plus sur son parcours et comment elle est arrivée au CESE. Moi, la première question que j'aimerais te poser, Lila, c'est comment ça marche en fait au sein du groupe jeune du CESE? Quelles sont un peu les bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place pour que justement les jeunes puissent peser dans la décision politique au sein du CESE? Bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement perturbant par tout le monde. En tout cas, je suis ravie. Alors, on n'entend pas très bien, j'ai l'impression. Ça arrive forcément à un moment donné du webinaire. C'était attendu. Non, on n'entend pas du tout. Et si j'enlève les écouteurs, C'est bon. mieux?
Bon, eh ben, on va tester comme ça. Et vous me dites si jamais ça coupe. Je suis désolée. J'étais en Zoom toute la journée, ça a marché. Donc, ça devrait continuer comme ça. Donc, je disais, en tout cas, merci beaucoup pour cette invitation et c'est un plaisir d'échanger avec vous ce soir. Donc, peut-être effectivement, déjà revenir sur ce qu'est le CESE. Je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Et puis, vous dire effectivement le fonctionnement un peu particulier du groupe. Donc, le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnementale, et ça regroupe plusieurs structures de la société civile organisée, dont les jeunes, des organisations de jeunes et de jeunesse, qui est quand même assez important à noter, puisqu'il y a peu d'institutions qui permettent aux jeunes d'être représentés pour pouvoir porter des positions sur tous les sujets qui y sont traités, pas uniquement des sujets jeunes, et j'y reviendrai. Et donc, depuis 2010, donc c'est assez récent, puisqu'avant, les jeunes n'étaient pas représentés en tant que tels, plusieurs organisations forment un groupe au sein de cette institution. Donc, il y a 5 organisations. Pour les citer brièvement, donc il y a les Scouts, Guide de France, il y a le MRJC, il y a la JOC, il y a la FAGE et l'UNEF. Et donc, on a effectivement un fonctionnement en groupe qui est assez important et qui permet justement à l'ensemble de ces organisations de construire des positions communes au sein du CESE pour porter la voix des jeunes. Comme je disais, sur différentes thématiques, ça va évidemment des problématiques spécifiques aux jeunes qu'il est important de remettre sur le devant de la scène puisqu'elles ont souvent tendance à être oubliées, même si dans l'actualité, on en parle beaucoup. Et effectivement, ça a été dit au départ dans les interventions, mais la question d'écouter la parole des jeunes, de leur participation revient beaucoup sur le devant de la scène aussi avec cette crise sanitaire et puis sociale et économique qui montre la situation des jeunes aujourd'hui et l'enjeu aussi de répondre à leurs besoins et à leurs préoccupations. Et donc un groupe qui travaille qui fait en sorte que ces sujets soient mis sur le devant de la scène dans cette institution et qu'il y ait des avis forts qui soient portés. Un dernier exemple en date, c'est justement face à cette situation un petit peu urgente, le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse a porté une déclaration pour demander l'ouverture des minima sociaux aux jeunes de moins de 25 ans, et ce qui a été approuvé dans une large majorité. Il me semble qu'il y a juste une ou deux abstentions, mais en tout cas dans une large majorité au CESE, donc ce qui montre aussi la force de conviction qu'on peut avoir dans ces cadres-là. Mais on a aussi évidemment porté des avis sur tout un tas de sujets différents, sur les enjeux des détenus, des conditions de détention, sur les enjeux des migrations, sur l'installation en milieu agricole, voilà, tout un tas de sujets aussi sur lesquels le groupe a porté des sujets et aussi des contributions en propre sur tous les avis qui sont portés au sein du CESE. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc nous, toutes les semaines, on se réunit pour définir des positions communes et créer des cadres de dialogue, de compromis entre nos organisations, ce qui est évidemment, je trouve, en tout cas, une expérience hyper intéressante quand on le vit de l'intérieur. Peut-être aussi un des éléments importants pour le groupe, c'est comment effectivement on arrive à faire entendre cette parole des jeunes dans cette institution, mais aussi plus largement, ça a été dit, il y a toujours un sujet de légitimité, encore plus quand on est jeune, on la pose beaucoup, mais quand on est jeune, on nous demande toujours, mais est-ce qu'on est vraiment légitime? Est-ce qu'on aurait vraiment notre place pour pouvoir parler de telle ou telle chose? Et donc, il y a effectivement un vrai enjeu à pouvoir montrer aussi que les jeunes ont des choses à dire et que ça doit être pris en compte. Et donc, c'est pour ça que dans toute la réforme du CESE, je ne sais pas à quel point vous avez des informations sur ce sujet, mais dans toute la réforme du CESE qui est en cours, vraiment là, on est en cœur du débat et cœur du sujet. Le groupe des organisations étudiantes a beaucoup porté l'enjeu de la participation citoyenne. Donc, comment on crée des cadres pour lier les organisations représentatives, la société civile, et des citoyens tirés au sort, comme ça a été le cas dans la Convention citoyenne pour le climat
qui a eu lieu récemment au CESE, où 50 citoyens ont rendu des propositions pour avancer sur la transition climatique. Et donc, on a beaucoup porté ces enjeux-là, et notamment que les jeunes soient représentés. Et les jeunes, dès 16 ans, dans la participation citoyenne, pour permettre aussi qu'il n'y ait pas seulement des organisations de jeunes qui parlent pour les jeunes, mais des jeunes directement qui puissent agir et interagir au sein des institutions. Donc ça, c'est des vraies petites batailles, en tout cas des propositions que l'on a portées de manière collégiale et unanime pendant l'ensemble de cette mandature. Et ça a permis tout simplement que, par exemple, dans la prochaine mandature, on puisse prendre en compte les pétitions citoyennes qui sont signées et les signatures dès l'âge de 16 ans. Donc, c'est des éléments, des petites avancées, mais qui permettent justement de pouvoir prendre en compte la parole des jeunes le plus tôt possible et de les intégrer le plus possible dans ces institutions. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont pour nous importantes pour pouvoir intégrer un petit peu les jeunes et évidemment prendre en compte, ça a été dit également, mais les différentes formes d'engagement qui s'expriment. On le voit aujourd'hui, même pendant cette crise, il y a un rebond, en tout cas une augmentation de l'engagement chez les jeunes sous des formes très diverses pour pouvoir avoir des actions de solidarité, pour pouvoir agir aussi dans ces périodes un peu troublées. Et donc l'enjeu du groupe, c'est de permettre également de prendre en compte ces différentes envies, ces différentes propositions et de les valoriser. Et enfin, pour ne pas être trop longue, et puis après, je peux évidemment répondre à vos questions. On va essayer d'être le plus interactif possible dans ce mode à distance. Mais peut-être dernière chose, il y a effectivement un vrai enjeu de formation. On parle beaucoup de comment on donne les outils aux jeunes pour qu'ils puissent s'investir dans ces cadres-là, qui sont loin d'être une évidence, avec tout un tas de codes et qui ne sont pas innés. Ils sont innés pour personne, qu'on soit jeune ou non. Mais du coup, il y a aussi un enjeu à permettre à ce que les jeunes aient des outils de formation pour pouvoir pleinement s'investir et avoir confiance en eux un petit peu pour prendre la parole devant des fois des assemblées. C'est pas évident, et donc il y a un enjeu évidemment de formation. La spécificité des membres du groupe du CESE, c'est qu'on vient tous d'organisations de jeunes au sens large, étudiantes, de jeunes ou de jeunesse, donc on a déjà souvent on sort d'un mandat national ou régional, et donc on a déjà eu l'occasion d'avoir ces cadres de formation dans nos organisations. En revanche, on a une attention particulière à créer des cadres de formation pour les représentants jeunes dans les Césaires, où on a des cadres d'échange réguliers pour pouvoir aussi tout simplement faire un partage de bonnes pratiques et faire en sorte de collaborer et de se donner des outils pour permettre à chacun de se saisir de sa place dans les institutions et de trouver aussi des propositions à porter, des choses aussi en commun. Donc, on essaye le plus possible d'écrire des choses en commun, de se former, de se tenir au courant pour que aussi entre représentants des organisations au sein du CESE, et puis il y a évidemment les Césaires, mais en tout cas, on essaye de faire le lien entre les deux, ce qui est pour nous important dans les enjeux de formation et de partage de bonnes pratiques. Voilà, très rapidement, n'hésitez pas, j'ai brassé très large, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, merci beaucoup, Lila, pour ton intervention. J'ai une question à te poser sur la réforme du CESE. Donc, dans ce cadre, sur quelle méthode vous basez-vous? Et avez-vous des exemples de type de participation que vous souhaiteriez intégrer? Sur quelle méthode? J'imagine que c'est sur la participation citoyenne. En tout cas, la réforme du CESE, donc ça a été plusieurs années d'échanges et de discussions. Mais effectivement, celle qui a été actée, c'est un renforcement un peu de la place de la participation citoyenne. Et donc, tout sera à déterminer dans la prochaine mandature. Rien n'est joué, en tout cas dans la loi. Il y a plusieurs choses qui sont stipulées, qui sont écrites et qui sont importantes. La première chose, et qu'on a beaucoup porté, c'est effectivement la prise en compte des pétitions en ligne, puisque officiellement, dans le règlement précédent du CESE, c'était surtout de la signature papier. Donc, on est passé
au XXIe siècle et maintenant on prend aussi en compte les pétitions en ligne avec un seuil qui est abaissé. Avant, on était à 500 000 signataires. Maintenant, si je ne me trompe pas, on est à 150 000 signataires. Donc, ça permet quand même de prendre en compte les pétitions qui sont importantes sans attendre un nombre trop élevé et de coup, que le CESE soit une institution réactive qui traite des sujets d'actualité qui sont portés par des citoyens. Et comme je vous le disais, dernière chose sur ces pétitions, mais qui sont importantes, c'est que les signatures dès 16 ans sont prises en compte. Vous imaginez, ça a donné de grands débats dans nos institutions, au CESE, à l'Assemblée, au Sénat. Pourquoi prendre en compte des pétitions des jeunes dès 16 ans? Pourquoi ne pas attendre leur majorité? Donc ça, c'est un élément important. Et pour répondre à la deuxième question sur comment nous on envisage ça de manière effectivement très diverse. Pour nous, la participation citoyenne, c'est pas uniquement, en fait, c'est pas que la participation citoyenne, c'est le lien entre la participation citoyenne et la société civile organisée, en tout cas les associations qui représentent ces citoyens adhérents, organisés dans des structures. Et l'enjeu, c'est vraiment de faire le pont et que cette institution permette, en tout cas le facilite. Et donc, on voit cette participation dans différents cadres. On a des sections de travail sur différentes thématiques où des citoyens peuvent être tirés au sort sur un sujet précis et donc travailler pendant 1 mois, 2 mois avec une commission du CESE pour pouvoir écrire à plusieurs mains un avis. On a évidemment des temps qui peuvent être plus forts, comme les conventions citoyennes pour le climat, qui a été vraiment une expérience inédite. Des citoyens tirés au sort qui font 149 propositions, donc qui devaient être soumis sans filtre au gouvernement, en tout cas aux parlementaires. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir plusieurs outils de participation citoyenne et de lien avec la société civile organisée pour permettre plus d'échanges, mais on est convaincu que selon les discussions, selon les sujets, il n'y a pas un outil, il faut pouvoir être aussi un petit peu agile, on va dire, et trouver celui qui correspond le plus à la temporalité, parce que des fois il y a d'urgence, des fois on doit prendre plus le temps, c'est un sujet plus structurel. Donc voilà un petit peu sur la participation citoyenne et ce qu'on a apporté dans la réforme du CESE à ce sujet. Merci beaucoup pour la réponse. Ça a été très, très clair et concis. Parfait, bien timé. Merci beaucoup à toi. Nous allons passer du coup maintenant à une 4e intervention. L'intervention d'une activiste au sein du collectif des Coloreuses. Et donc, je vais me permettre de te poser du coup l'intervention en 2 temps. Donc d'abord, je me permettrai de reposer cette question juste après, parce que la division, je ne pourrais pas te donner de thématique réelle. Mais là, à l'inverse d'expressions très formelles, au sein du collectif des Coloreuses, vous avez choisi un autre cadre d'expression politique, celui de la désobéissance civile. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours, justement, qui t'a conduit à choisir ce type d'expression? Oui, alors bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette opportunité pour être avec vous ce soir. Alors du coup, pour répondre un peu à cette question, je vais rester en anonymat au niveau de mon nom, du coup, ce qui explique aussi les petits XX, parce que même si je vais m'exprimer aussi sur du personnel et sur des expériences personnelles passées, je vais aussi m'exprimer en seconde partie au nom d'un collectif que je représente, et donc les deux ne sont pas forcément compatibles, donc voilà. Du coup, moi j'ai commencé quand j'avais 15 ans. Justement, j'étais au lycée en seconde. Dans le cadre de notre enseignement d'exploration, nous avons créé un collectif de sensibilisation éco-citoyenne dans notre cité scolaire. Donc, c'était sur le droit à l'eau et à l'assainissement. C'était très chouette, ça a duré 3 ans. On réussissait aussi à se faire entendre un peu au niveau du conseil régional, par exemple. On a été aussi invités dans certaines instances comme l'UNESCO. Donc, c'était extrêmement intéressant. Ça m'a permis ensuite d'entrer dans un Parlement européen, puis mondial, donc de représentation de jeunes pour le droit à l'eau. Et bon, voilà, disons que tout ça, ça a été extrêmement riche de découvertes, déjà, d'apprentissage aussi, et beaucoup de déceptions.
quand même, je pense que c'est quelque chose qui manque un petit peu. Et même si je salue beaucoup la qualité des interventions qu'il y a eu juste avant moi, et que je remercie vraiment sincèrement, c'est quelque chose que j'aimerais nuancer un petit peu parce qu'il y a quand même pas mal d'impairs au niveau aussi de la participation des jeunes et de ce qui en est réellement fait. Et c'est important pour moi de pouvoir en parler puisque j'y ai passé, je pense, 6 ou 7 ans maintenant. Donc voilà, ça a été... disons qu'il y a eu une grosse expérience de jeunes comme décoration. Voilà, il y a aussi très peu en fait de préparation. Quand on nous lance dans ce bain-là, il y a quelque chose de très gratifiant en fait à faire partie de ce genre d'institution en fait, à arriver dans ces espaces-là. Mais en réalité, personne ne nous prévient et ne nous prépare à la possibilité d'être extrêmement déçus sur la façon dont on va être écouté, dont notre parole va être accueillie, et donc ce qui va être fait, et surtout ne pas être fait. Parce que quand on a entre 10 et 14 ans, comme j'ai entendu tout à l'heure, même si, encore une fois, quand c'est bien fait, je trouve ça extrêmement louable, mais quand on a 10 ou 14 ans, on ne s'attend pas forcément à engager autant des fois de temps, d'énergie et surtout autant de plaisir, parce que c'est aussi ça, l'expérience de découvrir aussi des personnes qui ont envie de s'engager de notre âge dans la vie politique, si on peut dire ça comme ça, de notre pays et surtout de l'union qu'on forme en Europe. En fait, on ne nous forme pas vraiment à ces déceptions-là, quoi. Donc, il y a aussi quelque chose d'un peu important là-dedans, c'est que quand il y a des choses qui explosent dans la sphère médiatique et qu'on commence enfin à en parler, et que du coup, par exemple, on crée des commissions jeunesse sur ces sujets-là, ou que, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu des demandes de participer donc, à des journaux télévisés sur la question de la précarité étudiante. Bon, ça commence à exploser à partir du moment où ça commence à sortir un peu de la sphère militante, justement, et des collectifs, alors qu'on en parlait déjà avant. Donc, voilà, c'est pour ça que pour moi, les commissions jeunesse, ça peut être très, très intéressant, mais il faut quand même y apporter une nuance pour ça. Et surtout que quand ça arrive, il y a quelque chose qu'on trouve de très gratifiant quand on nous demande enfin notre avis. Par contre, on reste quand même, excusez-moi de l'expression, mais on reste quand même gouverné par des personnes qui restent en dehors de nos réalités. Il y a juste à voir aussi, par exemple, la loi sur le consentement là, qui est passée donc, il y a quelques jours, donc, qui passe donc, le consentement à partir de 13 ans, comme quoi toute personne qui subit donc, une interaction sexuelle, si on peut dire ça comme ça, avant 13 ans sera forcément qualifiée en tant que viol. Pourquoi pas plus tard? Pourquoi pas au moment donc, du consentement, donc de la majorité sexuelle à 15 ans? En fait, ça, c'est quelque chose qui s'est poussé, on le voit, par des grosses médiatisations, par des personnes connues, par des affaires qui sont très médiatisées, comme l'affaire du Hamel, ce genre de choses. Et puis finalement, alors que nous, ça fait déjà des années qu'on en parle et qu'on essaye, tant qu'on peut, en fait, de parler de ces sujets-là et qui, en fait, ne sont pas du tout pris en compte, en fait. Ça, on le voit très bien, par exemple, ne serait-ce que, par exemple, du coup, dans moi, la première des causes que j'ai défendues avant le droit des femmes et des minorités de genre. Donc, d'ailleurs, très bien pour la mention du terme inclusif, donc des colleuses, puisqu'on entend énormément parler des colleuses. Mais non, il s'agit bien des colleuses, donc merci beaucoup pour ça. Enfin, c'est normal après tout, mais merci de l'avoir bien retenu. Ne serait-ce que, par exemple, voilà, on parle, il y a des lois qui sont promulguées, mais qui ne sont pas du tout respectées. Par exemple, le droit à l'eau, c'est quelque chose qui n'est pas du tout respecté, alors que théoriquement, c'est dans la Constitution. Pourtant, il y a toujours 600 000 personnes en France qui n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Pour les lois qui sont contre les violences sexistes et sexuelles, c'est la même chose. Si ce n'était pas le cas, on ne galérerait pas tous autant dans les commissariats pour se faire entendre, ou même au sein de nos familles et de nos sphères privées. Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu dévié du sujet, je pense. Mais c'est pour ça qu'en fait, les commissions jeunesse, ça a été très intéressant pendant un temps. J'en ai été extrêmement déçue aussi par le sexisme ambiant que j'y ai retrouvé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans un collectif qui sort justement de tout ça. Et donc, je pense que c'est un peu la transition vers la seconde partie. Parfait, et très bien. Donc déjà, merci beaucoup pour la première partie de ton intervention sur le témoignage de ton parcours.
Donc maintenant, effectivement, je vais passer sur le côté autour du collectif. Donc justement, comment se construit le politique dans votre collectif des coloreuses? Avez-vous l'impression ou même l'intention, à travers de ce qu'on appelle une démocratie d'interpellation, d'être entendu par les pouvoirs publics? Mais en fait, on part d'un postulat, d'une base qui est que on nous offre une place, on nous l'attribue en réalité et on nous y assujettit. Excusez-moi si la diction n'était pas au top, mais on nous dit voilà la place que vous prenez et si vous n'êtes pas entendu, bah écoutez, déjà vous avez une place, c'est déjà pas si mal. Donc c'est quelque chose que l'on refuse. Au sein du collectif des coloreuses, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, c'est de dire justement voilà, vous voulez absolument nous voir à cette place-là, c'est pour ça que c'est important que l'on y soit, bon, qu'on y soit d'une certaine façon, mais surtout que l'on intègre d'autres espaces sur lesquels on ne nous entend pas. Et donc ça, cet espace-là, c'est celui de la rue. Donc on l'a vu avec évidemment tous les collages contre les féminicides, mais qui aujourd'hui on a un peu élargi le sujet, puisque c'est plus uniquement donc, les féminicides, on parle aussi des violences sexistes en général, des violences sexuelles. Ça nous est aussi arrivé de coller donc contre le gouvernement chinois qui exploite les Ouïghours. Ça nous arrivait de coller sur d'autres choses, comme par exemple lors des manifestations, la manif pour tous. On colle contre ces positions-là, que nous jugeons abjectes, évidemment. Et tout simplement parce qu'en fait, nous ne sommes pas écoutés dans les cadres institutionnels. Donc, il y a un moment où la colère, et pas uniquement la déception, prend le pas sur le reste. C'est, je ne sais pas si c'est assez clair. Je pense que c'est une forme de plaidoyer un peu illégal qui commence à aller sur les murs et qui, en fait, pour nous aussi, permet quelque chose pour les victimes. Parce que le collectif des coloreuses, c'est quand même aussi quelque chose où il y a énormément de personnes polytraumatisées. Pour nous, c'est un espace qui nous appartient. Je le répète encore une fois, pour celles qui ne seraient pas au courant, mais c'est un collectif en mixité choisie, sans hommes cis. Donc, sachant que donc, les personnes cisgenres sont les personnes qui ont une expression de genre qui correspond à celui qu'on leur a attribué à la naissance. Donc, on vous a dit à la naissance que vous étiez une femme, vous êtes OK sur le fait d'être une femme, bon bah voilà, vous êtes cisgenre. Disons qu'au sein du collectif des coloreuses, pour nous, c'est important aussi de faire attention sur les sujets, notamment de la transphobie, donc des personnes qui ne respecteraient pas ça. Sur les sujets aussi de la putophobie, donc qui ne respecteraient pas le travail du sexe. Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on est très attaché. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est très attaché aussi aux formes d'autogestion et d'horizontalité. Alors, ce sont des choses qui bougent sans cesse. Ce n'est pas quelque chose qui va être applicable partout, dans tous les endroits. On voit qu'au Rojava, c'est quelque chose de différent, au Chiapas aussi. Dans certains collectifs militants, c'est encore différent, dans les ZAD, par exemple. Voilà. Au sein des coloreux, c'est encore différent. Alors, aujourd'hui, avec les assemblées générales, c'est un peu plus compliqué de se voir, mais il y a toujours d'autres formes d'organisation. Et justement, ce sont ça aussi, ces formes-là d'expression entre nous et d'organisation, justement d'organisation un peu en dehors des clous, comme on a parlé Valérie Becquet juste au début du webinaire. Nous sommes très organisés, mais d'une autre façon que celle qui est attendue. Voilà, je pense que c'est à peu près dans les grandes lignes. Voilà, on travaille aussi évidemment avec des personnes qui nous suivent bénévolement, comme des photographes. Donc, on peut suivre évidemment leurs travaux en ligne. C'est justement grâce à ces personnes-là aussi qu'on est visible, parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait donc forcément quelque chose de très résilient pour les personnes qui sont à l'intérieur. C'est aussi un moyen d'expression de colère. Les personnes ne sont pas forcément guéries des traumas quand on va dans ce genre de collectif. Mais donc, il y a aussi donc, quelque chose de très important en fait, pour nous de pouvoir exprimer cette colère-là. Et tant pis si on subit des contrôles d'identité, tant pis si on subit aussi de la violence des passants et des passantes, parce que ce n'est pas toujours évident aussi. Hein. On peut aussi se confronter à des violences dans la rue, des violences policières également. Donc voilà, et tout ça, c'est visibilisé donc déjà par les gens qui s'arrêtent avec nous dans la rue, qui nous disent clairement et qui après nous rejoignent parfois dans les rangs ou nous soutiennent d'une autre façon, comme par exemple les hommes cis, c'est comme ça qu'ils nous soutiennent financièrement à travers la cagnotte qu'il y a en ligne. Mais donc il y a aussi la façon dont c'est perçu médiatiquement,
Et ça, c'est tout le travail des photographes, donc comme les travaux de Tai Kalenda, Asline Julani ou encore La Dame en Noir. Donc je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et voilà, c'est à peu près tout dans les grandes lignes. N'hésitez pas si évidemment vous avez des questions. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, on va passer directement sur un temps d'échange un peu plus global. Donc, vous, participants qui êtes cachés derrière l'ordinateur, est-ce que est-ce que vous souhaitez partager une expérience, un projet, un espace, des pratiques inspirantes qui puissent venir éclairer la question, comment est-ce que les jeunes pourraient être mieux associés à la prise de décision et à la co-construction des politiques publiques? Alors vous pouvez vous manifester de deux façons différentes. Soit vous souhaitez intervenir directement auprès de nous, à l'oral, donc vous manifestez dans le chat en souhaitant, voulant prendre la parole. Soit vous avez tout de même une question, mais vous ne souhaitez pas la poser à l'oral, vous pouvez la poser directement dans le chat et on passera la question de nous-mêmes. Alors, pour débuter, je vais laisser la parole à Marc Godoy, qui est porte-parole du comité jeune du dialogue structuré régional dans les Hauts-de-France et qui, depuis très récemment, est l'une des déléguées territoriales Provox National. Je te laisse, Margot. Merci Jérémy. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend pas. Si, très bien. C'est bien, on m'entend? Ok, super. Je me permets juste une mini rectification. Margot Doy, voilà, comme ça tu le sauras. Excuse-moi. C'est souvent fait. Du coup, bonsoir à tous. Merci pour ce temps d'échange vraiment, c'était très enrichissant et je me suis un peu retrouvée dans toutes les paroles des intervenantes. Moi, je vais un peu vous parler de mon parcours dans un premier temps d'engagement. Donc, moi, j'ai commencé il y a 3 ans dans un conseil de jeunesse, le conseil lillois de la jeunesse. Donc, ça fait 3 ans que j'y suis. Et j'ai commencé pour une raison qui était de me rendre utile un peu et de pouvoir m'exprimer sur des sujets où je me disais, mince, on ne me donne pas la parole parce que je suis jeune. Et en même temps, j'étais un peu en colère contre certaines choses. Et j'ai commencé avec la thématique de l'égalité homme-femme. Et puis là, au bout de ces 3 ans déjà passés au Conseil lillois de la jeunesse, je me suis sentie en manque, entre guillemets, de quelque chose d'un peu plus poussé, qui était au départ une envie d'être dans le local, et qui maintenant est passé sur quelque chose de quand même beaucoup plus large, et d'avoir aussi une parole à exprimer au niveau régional et national. Et donc, c'est pour ça que j'ai intégré le comité jeune il y a maintenant quelques mois. Et c'est aussi parce que on est apartisan et apolitique dans le Conseil de la jeunesse. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le fait d'aller dans un comité jeune aussi me faisait mettre un pied dans une politique que j'essaye encore d'apprivoiser, mais qui me paraît assez essentielle à la participation des jeunes. Du coup, le comité jeune, c'est la continuité en fait du dialogue structuré, donc où on fait le festival Provox. Donc, on a fait un régional sur différentes thématiques, comme par exemple l'insertion socio-professionnelle, la transition écologique, la participation démocratique des jeunes. En octobre, il me semble. Et donc, le comité jeune est venu par la suite pour continuer à travailler ces thématiques et pour vraiment avoir un groupe de jeunes qui se concentrent sur ces thématiques tout au long de l'année pour les faire ensuite remonter aux structures, aux élus, aux décideurs, etc. Et pour moi, ce qui marche le mieux, en tout cas dans ce comité pour l'instant, c'est qu'on a construit de toutes pièces le comité jeune. On s'est vraiment réunis entre jeunes de 16 à 30 ans à peu près, où
où on s'est vraiment dit, on part de rien, on part de quelque chose qui n'est pas descendant. On essaye de faire vraiment une horizontalité pour tous, parce que je sais que, par exemple, dans les jeunes, il y a certains qui sont en emploi, il y a certains qui sont en études. Et donc, on n'a pas forcément la même facilité, entre guillemets, à discuter déjà entre nous, mais aussi quand il y a d'autres personnes qui ont un rapport un peu de domination. Donc, le fait d'avoir quelque chose qui ne soit pas descendant nous aide aussi à libérer la parole entre nous et à pouvoir créer un comité de toutes pièces. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les thématiques, on est encore en train de les apprivoiser aussi, de pouvoir les construire. Et au final, tout peut être dit. On n'a pas de... Vraiment, la structure, on a construit une structure avec différents pôles, un pôle événementiel, un pôle formation, un pôle communication. Mais ensuite, les thématiques, on peut vraiment les travailler comme on souhaite. Et je pense que c'est ça qui marche aussi dans ce qu'on a mis en place. Et je pense que ça n'a pas encore bougé. Mais je pense que c'est ce qui me manquait aussi, c'est de pouvoir donner la parole aux jeunes, et dont moi, sans pour autant qu'on nous... Alors, il y a quelque chose un peu pas qui me choque, mais qui me titille, et qui est souvent dit, c'est qu'on dit souvent, il y a les jeunes et il y a les adultes. Sauf que pour moi, on est déjà adulte quand on est jeune, et que le problème avec ces termes-là, et ça a été dit, et c'est très très souvent dit, c'est que du coup, ça nous met en dehors de cette participation, et que même les jeunes de conseil disent « Ah bah les adultes nous ont dit ça ». Et donc, pour moi, la petite chose qui ne marcherait pas là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de différenciation à avoir, parce que sinon, on nous met à l'écart, entre guillemets, et on se met à l'écart nous-mêmes, parce qu'on utilise différents termes pour, au final, désigner simplement un citoyen qui voudrait prendre la parole sur un sujet qui le concerne, sur un territoire sur lequel il vit. Voilà. Bien, merci beaucoup, Margot, pour ton intervention. Je vais laisser Anaïs prendre le relais pour les questions. Oui, alors j'ai juste l'impression que la question qu'on souhaitait poser a été répondue en fait directement par Sylviane Jampinot sur le chat. Donc du coup, ce serait une question, j'ai l'impression... Voilà. J'en ai une pour Lila. C'est celle sur l'informel, c'est ça? Sur les Césaires. Ah oui, sur les Césaires, oui. Il y a une question qui est venue du Facebook Live sur les Césaires, sur justement comment sont choisies les organisations qui siègent dans les Césaires, donc à savoir la version en région du CESE, puisque le témoignage disait que justement, eux étaient une organisation étudiante à La Réunion et qu'ils ne siégeaient pas au Césaire, et ils s'interrogeaient justement sur leur absence du Césaire. Petit problème technique, Lila nous... Mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus Lila. Ouais, Je ne la vois plus. Ouais, non. Mince. Est-ce qu'on peut discuter entre panélistes aussi ou... Bien sûr, bien sûr. Non, parce que je voulais rebondir sur la remarque de Margot. Il y a les adultes d'un côté, les jeunes de l'autre, et ça rejoint un autre point qui est au CESE, finalement, la commission jeunesse. La commission jeune, c'est à partir de 16 ans également. Hein. Et là, vous parliez d'une commission 16-30 ans. Et moi, j'ai un problème avec ces questions d'âge, et j'ai l'impression qu'on croit bien faire et qu'en fait, ça nous embrouille. Si on ne reste pas en appui sur un repère commun qui est celui de la définition de la Convention des droits de l'enfant,
qui en plus de surcroît marque dans notre pays la majorité, hein, on ne peut plus défendre que les jeunes, c'est-à-dire les jeunes majeurs, on va dire, hein, que les jeunes majeurs, forcément, ça permet un tas de manipulations. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des organisations qui s'appellent Jeunesse et il y a des repères, par exemple sur les données statistiques sur la jeunesse ou bien des institutions de jeunesse, par exemple dans les caisses nationales d'allocation familiale, il y a des programmes jeunesse, etc. Eh bien, tous les coups sont permis en faisant varier les âges. On peut, à plein de moments, dire jeunesse pour enfants et à d'autres moments, dire jeunesse pour des adultes à proprement parler, parce que quand même, à 25 ans, à 30 ans, on est des adultes. Il y a un moment, il ne faut pas tout mélanger. Et cette catégorie jeunesse qu'on fait glisser en âge, et je ne citerai pas un autre conseil où j'avais posé la question, quel était leur âge de couverture, et où ils m'avaient répondu 3-30 ans. À partir de là, on n'a plus de repères. Moi, je sais que les repères qu'ont voulu les membres du conseil, ça a été de dire on travaille sur l'enfance et on prend appui sur des repères d'âge parce que certaines recommandations vont être valables pour les moins de 6 ans, d'autres pour les 6-11 ans, d'autres pour les 11-15 ans, d'autres pour les 15-18. Et en fait, ils ont choisi de s'appuyer sur les repères, entre guillemets, des stratifications scolaires, tout simplement pour que la société soit un peu synchronisée sur des références communes, pour qu'on puisse pousser des projets de loi et des projets de transformation des institutions, et pour que ces institutions se sentent concernées par les transformations qu'on propose et interpellées directement. Voilà, donc j'avais envie de soulever cette question. Après, on peut toujours, bien sûr, se dire qu'entre un jeune de 16 ans et un jeune de 18 ans, il n'y a pas forcément d'écart et on défend, nous, très bien le fait qu'à 3 ans, un enfant n'est pas qu'un élève, c'est encore un bébé et tout ça. Mais voilà, je voudrais savoir comment vous réagissiez les uns et les autres sur ces questions d'âge. Il me semble que Valérie Becquet souhaitait reprendre la parole. Je ne sais pas si c'est pour répondre directement à cette question ou pas. Oui, en fait, je voulais. Cette question de l'âge, Margot a entièrement raison sur le côté jeune adulte. Et effectivement, ce sont des formules aisées. Le problème, c'est que c'est assez performatif, c'est-à-dire que du coup, ça sépare les individus. Mais c'est vrai que donc les membres des commissions qui sont donc jeunes, on va dire, avec des guillemets, voilà, ne corrigent pas nécessairement les appellations. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils sont finalement, ils intériorisent, ils intériorisent en ne disant pas non, mais c'est les membres ou voilà. C'est-à-dire que c'est un bataille, c'est comme si c'était une bataille permanente de désignation, quoi, justement pour trouver sa place. Et en fait, les âges, on parle souvent de la police des âges parce que les âges ont une fonction policière, disciplinaire dans les sociétés. Elle vise à conférer la place de chacun. Et en matière de jeunesse, ce que vous dites, Sylviane Urbino, c'est tout à fait vrai. La Convention internationale des droits de l'homme s'est arrangée avec le mineur majeur parce que c'était finalement l'âge le plus mondial, parce que c'est une convention internationale qui est d'ailleurs pas très bien respectée en France. Mais dans le champ juridique, le mineur juridique, le mineur social, etc., si vous regardez les âges, il y a eu des travaux là-dessus. En France, on a plein d'âges différents. Il y a une incohérence vraiment très, très forte en termes de découpage par tranche d'âge, dans l'action publique, dans le droit, dans la citoyenneté, etc. Ce qui fait que à un moment, on est mineur, à un moment, on est majeur, un coup, on est jeune, un coup, on est adulte, etc. Et que cette espèce de nébuleuse d'âge nuit aussi finalement à la reconnaissance de la place des jeunes dans la société, on va dire. Et le dernier élément que je voulais dire, c'est que sur la question politique,
par exemple, la question mineur-majeur, elle a joué, par exemple, au niveau des conseils d'enfants et de jeunes, elle a joué sur la direction des associations, là, on voit sur les pétitions. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu politique aussi. On voudrait pas, on a une conception de dire non, mais quand ils sont trop jeunes, ils ne sont pas en capacité alors qu'on sait que la socialisation politique des enfants, elle commence très jeune. Et donc, comme par hasard, ce serait à cet âge-là que tout à coup, ils seraient en capacité Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu politique derrière, hein, qui est très forte et sur lequel c'est finalement aux personnes concernées de constamment reprendre les personnes quand elles leur disent vous n'êtes que jeunes, de constamment dire mais non, votre désignation n'est pas valable parce que du coup, la désignation, elle fait acte. Donc, c'est une lutte de mots. Hein. Je pense que la personne du collectif sait que les mots ont un poids extrêmement fort. Et en matière de participation des jeunes, des minorités, c'est la lutte des mots en permanence, en fait. Oui. Et la politique, c'est des mots. Je ne sais pas s'il y a une réaction, peut-être en fait des premiers concernés, pour le coup, les jeunes qui participent à cet échange. Donc je pense à l'activiste des coloreuses ou à Margot qui a lancé un peu ce débat sans le vouloir. Je ne sais pas si vous avez une réaction. Effectivement, je l'ai lancé sans le vouloir, mais en même temps, je pense que je l'ai lancé parce que je l'ai remarqué assez souvent aussi, que ça soit dans le conseil de jeunes depuis 3 ans. Et effectivement, c'est un débat de mots, d'appellation, et je pense qu'aujourd'hui, on se bat pour plein de mots qui doivent changer parce qu'on se dit ça dérange, ça dérange, etc. Mais le fait aussi de mettre ce mot-là en avant, c'est que on va se mettre à l'écart automatiquement. Et effectivement, il y a des questions d'âge, ce genre de choses. Sauf que je pense aussi que je me suis sentie, par exemple, adulte avant ma grande sœur, par exemple. Je me suis sentie plus responsable, plus concernée par des sujets de société que quelqu'un qui avait, par exemple, 4 ans de plus que moi. Et j'avais peut-être 16 ans, je n'avais peut-être pas la majorité dans ce pays en tout cas, mais la citoyenneté pour moi, c'est pas une histoire d'âge forcément. Et donc, dire jeune ou adulte, parce qu'en plus, effectivement, les écarts d'âge sont assez importants. Entre 16 et 30 ans, c'est vrai qu'on a forcément un fossé qui vient se construire, mais ça ne doit pas changer, enfin l'appellation en tout cas, ne doit pas changer le poids des mots qu'on a selon l'âge qu'on a en fait, pour moi. La question, c'est qu'en fait, il y a un autre problème de terminologie. On passe du mot engagement au mot participation, au mot implication. On utilise tous, tantôt les uns les autres, mais je sais que nous, au Conseil, on a voté des recommandations sur l'engagement des enfants, quel que soit leur âge, et sur la manière d'accompagner ce désir de participer de la vie collective d'une manière ou d'une autre. On a parlé d'engagement citoyen, d'engagement environnemental, d'engagement humanitaire, d'engagement, voilà. Pour casser cette idée qu'il y aurait un âge où on serait en capacité de prendre sa place dans la vie sociale. Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut faire tenir. Et l'autre point à faire tenir, c'est que il n'y a aucune parole qui vaille si elle est emprisonnée, soit dans une conformité de normes, soit dans une conformité de style, soit dans une conformité etc. En tous les cas, ça ne peut pas être une parole qui fait bouger, qui fait changer les choses. Tout à l'heure, la personne des coloreuses a dit on refuse d'être dans les espaces
enfin, on veut être là où on ne nous attend pas finalement. Et moi, je crois que toute parole qui peut amener du progrès, du changement, est une parole qui est quand même inattendue. Et il ne faut pas rêver dans la représentation des enfants et des jeunes. Il y a quand même plein de moments où leur parole n'est pas du tout inattendue. Donc, voilà, c'est des échanges comme ça un peu à bâton rompu, mais... Très bien, merci beaucoup. Je vais me permettre de laisser la parole à Marie Caillot qui nous a rejoint en tant que participant pour nous livrer soit son témoignage ou poser une question. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression que la qualité de la vidéo n'est pas forcément au rendez-vous, mais si vous m'entendez bien, c'est déjà ça. Déjà, un grand merci pour ces différentes données que vous nous avez données qui sont vraiment très intéressantes. Après, moi, si je peux, je vais d'abord me permettre de réagir un peu sur cette question d'âge, parce que pour le coup, alors moi j'ai 25 ans. À 25 ans, on est quand même à une période de grande transition, on va dire. Mes 20 ans sont quand même un peu plus loin. Je suis plus étudiante, je suis jeune professionnelle. Mon lycée est encore plus loin. Et finalement, enfin, je crois que réduire la question de la jeunesse à une question d'âge, c'est quand même se fixer des limites qui sont très restrictives. Dans le sens où il n'y a pas une jeunesse, il y a une pluralité de jeunesse qui dépendent de l'âge peut-être, mais qui dépendent aussi de la situation du jeune. J'entends par là l'âge, donc forcément ça a un impact sur le statut, est-ce qu'il est étudiant, est-ce qu'il est apprenti, est-ce qu'il est lycéen, est-ce qu'il est jeune professionnel, mais au-delà de ça, il y a quand même une pluralité de facteurs à prendre en compte. Est-ce qu'il vient en zone rurale, est-ce qu'il vient est-ce que ses parents sont d'une classe socio-professionnelle qui ne lui ont pas permis peut-être de faire des choses qu'ont pu faire d'autres jeunes qui sont aisés. Il y a quand même une pluralité, je crois, d'indicateurs à prendre en compte pour réussir à comprendre justement comment on va aussi sensibiliser cette diversité de jeunesse à la question de la co-construction des politiques publiques. Et je me permets juste, du coup, de transitionner peut-être vers un autre sujet qui me semble intéressant. C'est on ne doit pas borner la jeunesse a une catégorie, une seule catégorie, il y a une diversité de jeunesse, mais la jeunesse n'est pas pertinente aussi que pour elle-même. Je m'explique, c'est-à-dire qu'un jeune de 18 ans, il a le droit d'avoir son avis sur autre chose que des politiques jeunesse. Et je crois que de temps en temps, on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que le jeune, il est jeune, certes, mais ça reste un citoyen à part entière. Et donc, il a le droit de s'exprimer sur une diversité de sujets. Et on doit aussi impliquer la jeunesse dans une notion de représentativité, je crois, comme on va se questionner sur la représentativité des femmes, par exemple, dans les instances. Peut-être que ce serait intéressant de se dire il faut aussi une proportion de jeunes, parce qu'on n'en a pas assez, que pourtant ça reste une part importante de la population française et qui sont, encore une fois, des citoyens à part entière. Et donc, du coup, ça m'aurait pas mal intéressé d'avoir un petit peu vos retours sur voilà, comment on fait aussi une place à part entière de la jeunesse et pas simplement comme jeune, mais aussi comme citoyen. Merci beaucoup, Marie, pour ce super témoignage qui met en relief un peu toutes les discussions qui ont déjà pu avoir lieu et qui répond, qui donne un élément de réponse sur la thématique, sur l'âge pour le coup, sur la place des jeunes dans la société et pas uniquement sur les politiques de jeunesse. Je vais laisser Anaïs du coup poser une question. Oui, on a une question de clôture qui s'adresse un peu à vous tous et toutes. Et plus particulièrement, en fait, on aurait aimé avoir le témoignage de l'activiste des coloreuses, parce que c'était un peu une question à laquelle on a retransmis à son intention. Du coup, ce serait une question sur comment on peut favoriser la reconnaissance de la complémentarité des formes d'engagement. Parce que justement, l'idée, c'est que ce soir, on a vu différentes formes d'engagement des jeunes, de participation et d'association des jeunes. Et justement, comment est-ce qu'on peut les faire fonctionner ensemble? Vaste question. Merci de l'avoir posée. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse parfaite pour ça, ni même totalement aboutie. C'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. On essaie de travailler beaucoup à travers le prisme des personnes concernées. C'est-à-dire que nous, au sein des coloreuses, comme d'autres collectifs militants, je le sais bien,
on fonctionne en fait en termes de pôles concernés. Donc, c'est-à-dire qu'au sein des coloreuses, il y a le pôle des travailleuses du sexe, il y a le pôle des personnes trans, le pôle des personnes concernées par l'inceste. Ce genre de choses, ce sont toujours ces personnes-là qui, de toute façon, auront les relectures finales sur les communiqués de presse, par exemple, que l'on peut produire, ou qui peuvent même initier des actions, ce genre de choses. C'est quelque chose qui est un peu important pour nous à favoriser. Après, pour ce qui est sur la forme d'engagement en dehors, en fait, des sujets mêmes, au sein du collectif des Coloreuses, comme dans d'autres collectifs, encore une fois, il y a de tout, de toute forme d'engagement. Il y a des personnes qui sont réformistes, qui veulent, à travers le collectif et les actions que l'on met en scène, et surtout en action, en fait, veulent justement faire avancer les lois, veulent en créer de nouvelles, veulent vraiment instituer une forme de dialogue, même si dans l'essence même structurelle du collectif, il y a quelque chose de très... on ne va pas discuter avec des personnes qui, de toute façon, ne nous écoutent pas et nous laissent juste mourir et juste subir des violences continuellement. Il y a quand même, donc il y a des personnes qui sont réformistes, il y a aussi des anarchistes révolutionnaires qui sont dans une violence pure et simple, et je ne le dis pas de façon négative, puisque la violence, on ne conçoit pas ça comme quelque chose de négatif, au contraire, ça relate quelque chose, un malaise en fait qui n'est pas exprimé et qui n'est pas écouté. Donc pour nous, la violence, c'est pas quelque chose que l'on va forcément dénigrer. Donc voilà, l'engagement, il est très pluriel en fait au sein du collectif. Et voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question que vous vous posiez. Si, on voulait avoir votre point de vue. Je ne sais pas s'il y a d'autres panélistes qui souhaitent répondre à cette question, avoir un dernier mot, puisqu'on va clôturer les échanges. J'ai pas l'impression, mais faites signe si vous souhaitez parler. Hein. Je pense qu'on va clôturer. Eva, est-ce que c'est toi qui dis un dernier mot peut-être? Oui, je réapparais à la caméra. Et ben effectivement, si on a déjà bien discuté, je pense on a essayé d'éclairer un petit peu ce sujet de la participation par un bout. Hein. L'idée, c'est que justement, on a 6 webinaires pour aller explorer le sujet à travers d'autres facettes. Ici, on a regardé la diversité des formes de participation, les espaces formels de la construction ou de la co-construction du politique où on laisse la place aux jeunes et comment on laisse la place aux jeunes. On a été aussi regarder d'autres formes d'engagement, mais qui influent aussi ou qui peuvent aussi mettre à l'agenda du politique tout en étant organisés de façon plus informelle. On vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire qui aura lieu le 17 février. Cette fois-ci, on attrapera la question de la participation plutôt à travers le prisme de l'accès à l'information. Et à quelle information? Le webinaire s'appelle Fake News, désinformation et langue de bois, comment lire entre les lignes. Donc, c'est des effets d'annonce, mais voilà, c'est un webinaire qui est organisé avec l'association Jet d'encre, le collectif de électeurs en herbe et l'agence Erika, qui est une agence européenne de l'information pour l'instant. Il y aura peut-être une 4e personne qui nous rejoindra, qui pour l'instant n'est pas encore déterminée. Je voulais surtout beaucoup remercier toutes nos intervenantes, je veux le dire là pour le coup, de ce soir. Je pense que ça a été riche pour tout le monde. Et vous remercier au nom du CNAGEP et puis surtout au nom de toutes les organisations qui sont aux coulisses. On a un groupe WhatsApp qui nous a fait remonter toutes les questions au fur et à mesure de vos interventions. Voilà. C'est toujours frustrant, il est 19h33. Je pense qu'il y avait probablement d'autres volontés d'expression, mais ce n'est pas terminé puisque l'horizon de ces webinaires-là, je vous le rappelle, c'est bien le festival Provox qui aura lieu à l'été 2021. Donc, c'est des webinaires exploratoires pour ensuite se donner l'occasion, l'opportunité de construire de la parole politique et des propositions politiques ensemble à l'été 2021. Donc, si vous n'avez pas pris la parole aujourd'hui, on se retrouve le 17 février potentiellement pour prendre la parole sur un autre webinaire.
voilà, c'est toujours des au revoir déchirants. Je vous remercie beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté de parler de vos parcours et puis aussi de partager vos recherches avec nous. Merci aussi à Jérémy et Anaïs qui ont animé ce webinaire. C'est pas toujours facile comme exercice, surtout en numérique. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à toutes et tous. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir.